Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Divergence Politique. Alors, Divergence Politique, on est gâtés aujourd'hui, puisque vous allez voir, nous allons parler du conflit en Palestine, du conflit à Gaza, avec Michel Collomb. Et avant de ça, vous l'avez vu, sur le côté, il y a un petit cœur, il y a un petit plus 1, il y a une petite cloche. C'est un message pas que subliminal, c'est un message pour vous dire abonnez-vous s'il vous plaît à notre chaîne, faites un like, faites un commentaire, activez la cloche pour avoir les notifications à toutes nos vidéos. Ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité sur YouTube grâce à un meilleur référencement. On compte sur vous. Tout de suite, générique. Nous sommes en guerre. Eh bien oui, en parlant de résistants, Michel Collomb, quel plaisir de vous avoir. Vous êtes un journaliste d'investigation qui est extrêmement réputé et suivi, notamment avec votre chaîne Investigue-Action. Comment allez-vous ? Disons que ça va moyen parce que justement Investigue-Action est dans le collimateur de la censure des médias, ça c'est pas nouveau. De la censure des GAFAM, ça s'intensifie, et des attaques du lobby sioniste de toutes sortes. Et on est donc en difficulté parce qu'on a réussi à former une équipe de journalistes et de chercheurs qui font un très très bon travail quant à des informations. Mais pour l'instant, voilà, on est en grande difficulté et on essaie de sauver ce qu'on peut de l'équipe Investigue-Action. Donc voilà, c'est une crise, il faut pas le cacher, mais bon, on a déjà affronté pas mal de choses, donc on résiste. On en a parlé sur cette chaîne, dans une dictature européenne, une dictature d'abien-pensance. Donc effectivement, je pense que le travail que vous faites aujourd'hui est dans l'œil du cyclone, dans le viseur pour certains lobbies. Donc, bien entendu, le lien pour suivre vos actualités et pouvoir justement soutenir vos programmes est dans le texte de cette vidéo. Donc, chers auditeurs, n'hésitez pas à aller cliquer, à aller voir comment aider justement Investigue-Action et Michel Collomb et toutes ses équipes d'une manière générale. Alors, c'est un sujet aujourd'hui qu'on va parler qui est extrêmement, pour le coup, touchy, c'est le cas de dire. C'est un sujet dont on parle plus beaucoup finalement en Europe. Cette paix, ou ce cessez-le-feu plutôt, pour dire vrai, que Trump avait valorisé comme un grand succès de mi-janvier, je crois que c'était le 19 janvier pour être précis, entre Israël et le Hamas. Force est de constater qu'aujourd'hui, on est le 1er avril, force est de constater qu'il a pris sérieusement, excusez-moi le mot, très mauvais jeu de mots, mais du plomb dans l'aile. On voit des bombardements de plus en plus massifs ces dernières semaines, ces derniers jours. On voit effectivement le Hamas qui appelle notamment à prendre les armes, notamment contre Trump d'ailleurs. Quelle est la situation exacte ? Écoutez, le cessez-le-feu, nous n'étions pas les seuls à avertir que Netanyahou n'avait pas d'intention de le respecter. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont accepté le cessez-le-feu et Washington y a poussé aussi parce que l'armée israélienne était en difficulté, n'ayant pas atteint ses objectifs de éradiquer le Hamas. Bon, ça, tout le monde savait que c'était impossible et Blinken l'a dit, le Hamas a plus de combattants qu'avant. Mais le vrai objectif est de tourner la population contre le Hamas et surtout de chasser la population, de préparer un nettoyage ethnique. Ça n'a pas marché. Les Palestiniens de Gaza sont restés sur place en disant « vous détruisez tout, mais ici c'est notre patrie, on reste ». Et donc, je pense que c'est l'armée israélienne qui avait particulièrement besoin de souffler un peu, étant donné qu'elle avait des pertes, étant donné qu'elle n'obtenait pas de résultats et qu'il y avait une démoralisation importante dans ses rangs, avec des gens qui refusaient de combattre, et il y avait même des suicides. Et donc, je crois qu'ils ont attendu Trump et ils se sont dit, avec Trump, on va avoir des armes encore plus puissantes, et donc si on ne peut pas mettre des troupes sur place, en tout cas, on va
avoir l'impunité totale avec Trump pour utiliser des armes encore plus terribles et massacrer comme ils viennent de le faire maintenant. Donc voilà, je crois que Netanyahou n'a jamais eu l'intention de vraiment respecter un cessez-le-feu. C'est pas son problème d'ailleurs de libérer les otages. Son problème est de réussir ce qui est au fond le programme fondamental depuis le début de l'État d'Israël. Il est dans la lignée de la Nakba de 1948. Il s'agit de chasser les Palestiniens et c'est ça qu'il est en train de faire. On l'a vu notamment ces dernières semaines, il y a quand même, de la part des États-Unis d'Amérique, des communications qui sont extrêmement préoccupantes en termes, ne serait-ce que sur un plan de vue moral, tout simplement. On a vu une vidéo qui a circulé, qui a été mise en ligne par les équipes de Donald Trump sur une French Riviera de Gaza, enfin, qui est quand même complètement hallucinante comme vidéo. Quel est l'objectif américain derrière? Je pense que Trump, il faut le repasser dans son cadre global. Il y a, disons, aux États-Unis des courants avec des tactiques différentes parce que les États-Unis sont, il faut vraiment partir de là, une puissance en déclin. C'est une puissance qui dominait le monde entier avec juste un contrepoids de l'Union soviétique pendant longtemps. Tout d'un coup, donc, on n'a plus l'Union soviétique et les États-Unis se disent on a triomphé. Et en réalité, à partir de ce moment-là, ils n'ont pas cessé de décliner pour des raisons économiques, parce qu'ils avaient délocalisé toute leur industrie pour gagner, que les multinationales gagnent plus. Résultat, ils ont appauvri les gens à qui ils devaient vendre et ils ont affaibli tout le budget des États-Unis. Donc c'est un pays qui vit à crédit sur le dos du monde entier, qui est en train de s'en rendre compte et de dire c'est fini. C'est un pays en déclin sur le plan militaire, malgré tous ses armements et sa capacité de nuisance. Ils n'ont pas été capables de vaincre en Irak et en Afghanistan, qui ne sont quand même pas des armées extraordinaires. Et donc, ça veut dire que la toute-puissance technologique et les milliards de l'armement ne peuvent pas vaincre contre un peuple qui résiste. Et on le voit ici aussi, à Gaza, au Liban, où j'étais il n'y a pas longtemps, au Yémen, on le voit. Donc les États-Unis sont d'une puissance en déclin, et d'autant plus en déclin que la Chine les dépasse sur le plan économique, est en train de former toute une alliance contre l'hégémonie avec la Russie, les BRICS, le monde entier, sauf l'Occident. Et donc, toute la question des États-Unis, c'est comment on va faire pour rester dominant le plus longtemps possible. On trouve ça dans les analyses de Brzezinski, déjà dans les années 90, dans celles de Kissinger. Ils sont pessimistes, ils se disent notre domination, ça ne va pas durer très longtemps. Et donc, il faut vraiment essayer de trouver le moyen. Et donc, Brzezinski était plus dans diviser les vassaux, essayer de les dresser les uns contre les autres. Hillary Clinton a appliqué une politique, on attaque et la Chine et la Russie et tout le monde en même temps. Ils ont cru qu'ils allaient mettre la Russie à genoux, ça se retourne contre eux. Et donc Trump, qui n'est pas un idiot, il ne faut jamais les prendre pour des imbéciles, même s'ils prennent un peu les apparences, Trump, qui n'est pas un idiot, se dit voilà, l'Ukraine, c'est une guerre qu'on ne peut pas gagner, c'est pas très malin de mettre Poutine contre nous, je vais essayer de l'avoir de mon côté. Par contre, il est très clairement à fond derrière Netanyahou et Israël. Il est très très fort derrière cette idée qui vient des États-Unis d'ailleurs de recoloniser l'ensemble du Moyen-Orient et de briser l'Iran. Et donc par rapport à cet axe Pékin, Moscou, Téhéran, lui, et à la différence d'Obama, il va plutôt essayer de briser l'Iran et de contrôler entièrement le Moyen-Orient, je pense, en ayant bien en vue que sa cible, son ennemi, c'est la Chine, qui ne va évidemment pas se risquer à attaquer militairement, mais il s'agit de l'affaiblir, de priver des partenaires, de contrôler les routes commerciales, les fameuses routes de la soie, pour essayer d'affaiblir la Chine. Ça, c'est sa stratégie globale. Et je crois que donc, le feu vert à Netanyahou, il se situe dans cette perspective-là. Le combat entre les États-Unis et la Chine qui est passionnant. Alors là, c'est un autre débat. On pourra revenir dans une prochaine émission peut-être dessus. On voit notamment que la Chine,
fait quand même de la résistance, puisque ce qui était acquis, notamment pour le canal du Panama, finalement a été refusé, en tout cas mis en stand-by par les autorités chinoises, qui indiquent effectivement qu'il y aurait un enjeu économique trop important en cas de cession. Pour revenir effectivement à nos affaires du Moyen-Orient et de Gaza, côté européen, eh bien, c'est quand même le silence absolu sur la question. On en a un petit peu entendu parler effectivement au début. On a senti qu'en Europe, il y avait quand même des opinions publiques qui rendaient l'affaire extrêmement sensible pour nos personnalités politiques. Depuis, c'est le silence. Il n'y a plus de questions de Gaza. Il n'y a plus de questions de ce conflit entre Israël et le Hamas. Qu'est-ce qui se passe côté européen? Écoutez, c'est un silence criminel, hein, parce que ce que fait Netanyahou, là, tuer 1000 personnes en 10 minutes et viser spécialement les femmes, les enfants, les civils, c'est hallucinant. Un jour, dans les livres d'histoire, la place des Macron, des Starmer, des Merz, etc., sera du côté des Pétains. Hein. Ça doit être clair du côté des gens qui ont couvert les crimes épouvantables. Et l'Europe, là-dedans, on a honte d'être européen. Parce que vous comme moi, on reçoit des images bouleversantes de ce qui se passe là-bas. On voit des photos de ces enfants dont la famille est détruite. On voit ce désespoir. On voit toute cette génération qui est plongée dans une angoisse et dans des troubles psychologiques qu'on n'imagine même pas. Et on s'en fout complètement à l'Élysée et au Downing Street et bien entendu chez Ursula von der Leyen. On s'en fout complètement. On dit à Netanyahou continuer. C'est absolument hallucinant. Et comment c'est possible ça? Ben, la responsabilité des médias, elle est énorme là-dedans. Parce que les images que vous et moi, on reçoit sur nos téléphones, sur nos réseaux, les témoignages qu'on a, les déclarations abominables aussi des génocidaires israéliens qui disent très clairement qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ça ne se retrouve pas dans France Télévisions, dans TF1, dans BFM TV, dans Le Monde, dans Libé, etc. Ou alors un tout petit peu avec, oui, bien entendu, c'est les Hamas, c'est les chiffres du Hamas, où il faut comprendre, revanche du 7 octobre, tous les mensonges sur le 7 octobre, etc. Et donc, ce silence criminel de Macron et compagnie, il est rendu possible par les médias qui ne font pas leur travail. Hein. Quand on a des otages, des prisonniers, des victimes israéliennes, on nous les montre de façon précise, avec des photos, avec des noms, avec tous les éléments pour attirer la compassion, et je n'ai pas de problème avec ça. Mais quand il s'agit de Palestiniens, c'est exactement ce que Herman et Chomsky, dans leur livre Fabriquer un consentement, ont toujours dit, c'est les mauvaises victimes, on s'en fout, on n'en parle pas, on les minimise. Et donc, je pense qu'il faudrait des tribunaux citoyens pour analyser la responsabilité des médias qui aident le génocide. Vous savez, c'est des choses que les Palestiniens, les Arabes, les Africains aussi, qui, eux, ont accès à toutes ces infos et qui voient les médias européens, ils nous disent, mais comment c'est possible d'avoir des médias qui aident comme ça les génocidaires? Et donc, voilà, c'est ça qui rend nécessaire notre travail d'investigation et d'autres groupes indépendants qui font ce travail difficile. Et voilà, c'est économiquement difficile, c'est politiquement difficile, la censure aussi. J'étais en tournée de conférence ce week-end et au kiosque de la gare, là, avant de repartir en Alsace, je vois Ciné Mensuel et je vois Un Dernier pour la route, ah bon, le dernier numéro, et puis effectivement, oui, ils mettent la clé sous le paillasson parce que c'est pas possible de continuer. Et donc, ça montre ça, plus la répression envers des journalistes en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, y compris des journalistes qui sont emprisonnés parce qu'ils défendent Gaza. Ça montre qu'il y a vraiment une urgence à sauver et à construire des médias beaucoup plus performants. On peut toucher des gens et on le voit bien. Il y a maintenant deux opinions qui sont en train de s'opposer. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la vérité sur Gaza, sur le Liban, sur le Moyen-Orient. Et il faut renforcer tout ça absolument. Sinon,
On va laisser embarquer le monde dans une complicité génocidaire. C'est immoral, c'est complètement immoral. C'est d'ailleurs cette question de la moralité, c'est finalement ce deux poids, deux mesures qui est incompris dans le reste du monde. Ça a été notamment beaucoup abordé sur la question russe. Vous avez fait des très bonnes vidéos, notamment sur l'histoire de Boutcha, où vous avez débunké certains éléments, notamment sur cette question sur votre chaîne. C'est ce que disent certains pays qui sont pas effectivement les pays de l'Occident, qui sont des pays qu'on appelle vulgairement du Sud global, de manière assez dédaigneuse. Voilà, donc ce sont des pays sans moindre importance. Alors bon, voilà. Et c'est ce qu'ils disent finalement à l'ONU, c'est ce qu'ils disent un peu partout dans le monde, c'est qu'il y a un deux poids deux mesures. Voilà, quand c'est en Ukraine, il y a un emballement médiatique, il y a une trame qui se met en place. Lorsque c'est sur la question d'Israël et de la Palestine, eh bien là, il y a, dans le meilleur des cas, un silence coupable, voire une absence totale, effectivement, de relais ou quasiment minoritaire, vous avez dit, en bas de page, etc. Vous le rappelez, le poids des contre-médias, comme c'est le cas d'Investigation, comme c'est le cas d'un certain d'autres médias, comment vous pouvez vous battre pour pouvoir faire éclater ou pour pouvoir ou pouvoir informer tout simplement les gens face aux grands médias qui, eux, camouflent ou en tout cas atténuent médiatiquement l'effet de ce qui se passe sur le terrain. Écoutez, Investigation, qui a été fondée en 2004, qui est devenue une maison d'édition de livres en 2009, et ces dernières années, une chaîne vidéo avec différents types d'émissions. On pense justement qu'il faut combiner ces différentes méthodes d'information parce que, contrairement à ce qui c'est un peu à la mode, on ne lit plus des bouquins. Si, je vois bien quand nous faisons des conférences, beaucoup de gens viennent acheter des livres et on voit bien que c'est vraiment pour les lire, pour se former. Et souvent, j'entends, ah, j'ai lu ça il y a quelques années, et bien, ça a changé ma façon de voir et maintenant, je sais beaucoup mieux repérer les médias mensonges, je sais en parler autour de moi. Donc, faire des livres et se former, c'est très important. Les vidéos, ça ne suffit pas. Bien entendu, nous faisons des vidéos, soit d'une certaine de 20 minutes, soit très courtes pour s'adapter aux différents publics. On a créé un centre de désinformation, contre la désinformation pour repérer les médias mensonges et donc on a fait ces analyses Ukraine, la guerre des images. Et cet octobre, enquête sur la journée qui a changé le monde, enquête sur les fake news, bébés décapités, femmes violées et autres médias mensonges. Et donc, avec ces différents moyens, plus un site qui publie des articles classiques, on essaye de toucher et d'armer, je dirais, le public. Vous savez, il y a énormément, on rencontre beaucoup de gens qui sont effrayés par ce qui se passe, indignés par l'immoralité, mais qui sont, bon, il faut le dire, dans un sentiment d'impuissance et de fatalisme. Voilà, nous, on n'y peut rien. En face, ils sont trop forts. Et même quand on proteste, quand on écrit des lettres, et ça ne s'arrête pas, etc. Et donc, je crois qu'on n'est pas du tout impuissant. Je pense qu'on a tous, tout le monde ici, une arme entre les mains qu'on sous-estime. C'est notre parole pour la vérité, c'est-à-dire on peut parler au boulot, chez les amis, dans la famille, dans les transports, les clubs sportifs, les maisons de jeunes, les réseaux sociaux, bien entendu. On peut et on doit parler. Et je pense qu'il faut se former, il faut réfléchir à la manière dont on le fait. Il ne faut pas aller à l'affrontement, au clash. Il faut être dans l'explication patiente en disant vérifions les faits. Il y a différentes sources, attention. Il faut prendre des exemples de médias mensonges que les gens ont finalement compris, les couveuses, les armes de destruction massive, des choses comme ça. Il faut, je pense, avoir sur son téléphone la réponse aux gros médias mensonges de maintenant et les images qui permettent de démasquer les Macron et compagnie et d'engager une discussion très concrète. Je crois qu'il faut vraiment essayer d'engager des discussions concrètes avec des gens autour de nous. Si chacun se dit, voilà, cette semaine, je vais parler à une ou deux nouvelles personnes que je vais essayer
de faire évoluer et d'amener petit à petit dans les actions de boycott vers Israël et des choses comme ça, je crois qu'on a beaucoup plus de pouvoir que ce qu'on croit. Tant mieux. En tout cas, c'est la devise finalement de Divergence Politique, c'est canal résistant. Donc nous, on laisse la parole à tout le monde et puis on espère effectivement que justement ça puisse aider les gens à avoir une compréhension parfois sur des thèmes compliqués. Pour finir cet entretien, dernière question, quelle est la situation exacte sur le terrain et comment vous envisagez ou vous voyez l'avenir proche dans ce conflit qui semble finalement sans fin, contrairement à ce que Donald Trump espérait? Je ne réponds jamais à la question qu'est-ce qui va arriver. Ça dépend de trop de choses, y compris ce qui est dans la tête et dans les bureaux de Washington, du Pentagone, de la CIA, etc. Donc il y a une série d'éléments qu'on n'a pas. Je pense que à cette question-là, il faut plutôt dire qu'est-ce que nous faisons pour que ça tourne dans le bon sens, pour que le génocide s'arrête, pour que on arrive enfin à une vraie négociation et à la paix en Ukraine. Je pense qu'il faut transformer la question. Quand vous avez dit, quand vous parlez de nous, action, c'est ça le sens d'investigation. Nous faisons l'investigation et vous faites l'action. Et vous faites le travail de ce que j'appelle la bataille de l'information. Et je pense que c'est vraiment le plus important. Vous avez dit certains de ces enjeux sont compliqués. Je pense que non. Je pense qu'en fait, toutes ces guerres sont très simples. Je pense que si on prend comme fil conducteur quels sont les intérêts économiques dans cette guerre, c'est-à-dire quels acteurs, quelles forces sociales, les multinationales bien souvent, convoitent quelles richesses et veulent atteindre quels objectifs, la guerre en Ukraine, la guerre de Gaza, la guerre dans le Sahel, les conflits avec le Venezuela, Cuba et toute une série d'autres, c'est très simple. On a d'une part une volonté des multinationales de continuer à contrôler les richesses, de piller les pays qui possèdent ces richesses et de continuer à s'enrichir de plus en plus et accumuler des fortunes dont de toute façon ils ne savent pas quoi faire parce qu'on ne peut quand même pas manger 10 kilos de foie gras par jour. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent? Rien d'intéressant. Et donc, je pense que ces conflits ne sont pas compliqués et que justement, c'est un peu un effet de nos télévisions qui nous présentent les choses comme bizarres, mystérieuses. Tiens, Poutine attaque l'Ukraine, on ne comprend pas pourquoi. Ben oui, vous avez caché tout ce qui s'est passé avant. Ou bien le Hamas tout d'un coup attaque Israël et fait des victimes, on ne comprend pas pourquoi. Ben oui, vous cachez depuis des années que Israël les agresse, les martyrise, les humilie, refuse de négocier. Alors évidemment, c'est compliqué à comprendre quand vous avez caché l'essentiel. Et donc je pense, moi, que si on montre l'essentiel, c'est-à-dire les intérêts économiques derrière ça, et l'histoire, c'est-à-dire comment les puissances coloniales ont fait pour diviser et semer la pagaille dans ces régions, ce sont des conflits très simples à comprendre. Et samedi prochain, je donne à Bruxelles, j'organise avec des amis un petit atelier comment parler d'Israël. Et on fait des exercices là-dessus, on se met dans des jeux de rôle pour essayer de convaincre les gens avec quelqu'un qui défend l'idée, les arguments sionistes, et on apprend justement à expliquer les conflits de manière simple et convaincante. Et je suis vraiment convaincu que c'est possible. Et donc, je pense que la toute première chose à changer, c'est l'aspect psychologique dans la tête des gens, des citoyens, qui se disent oui, c'est trop compliqué ou de toute façon on ne m'écoute pas. Et voilà, c'est bien qu'il y a tel ou tel écrivain célèbre ou tel YouTuber qui dit un peu ce qu'on pense, ça fait du bien, mais on ne pourra pas changer les choses. Bien si, je pense qu'on peut vraiment changer les choses si tout le monde se mobilise dans la bataille de l'info. Eh ben voilà, ça c'est un beau message en tout cas pour finir ce podcast. Comment on peut vous suivre au-delà de votre canal YouTube, bien entendu, et puis vous parliez de cette réunion. Est-ce qu'elle est publique samedi prochain? Est-ce que vous voulez nous en dire un petit mot? Si on a Alors, des auditeurs sur Bruxelles qui puissent se déplacer. Alors oui, il faut s'inscrire. Alors, je regarde sur mon téléphone si je retrouve le... Il faut s'inscrire. En tout cas, la première chose pour nous suivre, c'est de s'abonner à la newsletter d'Investigation. Ça, c'est la meilleure manière d'être au courant de tout, y compris des activités qui ont lieu.
Et donc, je vais donner un numéro de téléphone qui est le 0 en Belgique, donc avec le préfixe, pardon, c'est le 0498 75 84 35. Je réponds en donnant les chiffres en belge et pas en français, 0498 75 84 35. Voilà. Voilà. On le remettra de toute façon en lien de cette vidéo. Donc, on mettra toutes les informations, notamment le lien qui mène à votre site internet. Eh bien, Michel Colomb, je vous remercie 1000 fois de nous avoir consacré du temps. C'est un sujet qui est dramatique et passionnant. Donc, eh bien, à suivre en espérant le meilleur pour les populations, bien entendu. À très bientôt sur Merci. Divergence Politique et sur votre canal à vous-même. Merci.